Alors, je ne sais pas si on peut m'entendre. Ouais, c'est bon. Donc, bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au salon de la nutrition de Montpellier. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des produits de la ruche et de l'immunité. Cette conférence sera donc animée par les apiculteurs de la région, la famille Edo, et plus précisément l'apiculteur M. Jean-François Edo, ici présent avec nous. On le remercie d'ailleurs d'être présent pour notre 6e édition du Salon de la nutrition de Montpellier. Et cette conférence sera aussi animée par nous, les étudiants du Salon de la nutrition, du coup, donc avec Léa juste à ma droite et moi-même, Amandine. Du coup, je vais laisser la parole à Léa qui va vous expliquer le déroulement de notre conférence. J'espère que celle-ci vous plaira. Je vous souhaite une bonne conférence à tous. Bonjour à tous. Donc, cette conférence va se dérouler sur 4 étapes. Donc, les étapes que vous pouvez voir donc, juste derrière moi dans quelques instants. Ça va pas tarder. On va se mettre sur le jeu donc, de fin de conférence. Merci à tous. Du coup, merci Léa. Hop, je change la slide. Donc, du coup, Monsieur Jean-François Edo, j'ai une première question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter, du coup, l'histoire de votre amour pour les abeilles, de comment vous êtes arrivé à travailler avec les abeilles, et l'histoire aussi de votre famille? Je vous laisse à présent la parole. Merci à vous. Merci aux jeux, merci aux jeunes. Merci de l'attention que vous portez aux abeilles et à l'activité. L'amour des abeilles, c'est surtout la vie d'être dans la nature. Après ma première vie de commerce, un peu avant la période de la quarantaine, il s'est passé quelque chose là, et j'ai recommencé une nouvelle vie. Donc tout est possible. Actuellement, au bout de près de 30 ans d'apiculture,
j'ai une relève qui se présente, mon fils et ma belle-fille. Et donc, je vais peut-être pas tourner le dos à l'activité, mais je partirai sur la pointe des pieds en reculant. Parce que, bon, quand on parle d'une passion, on ne supprime pas cette passion, alors reste. Alors, bon, en général, quand j'interviens comme ça, j'aime bien citer les abeilles. C'est les abeilles qui, pour moi, ont le plus grand intérêt. Sachant qu'elles sont présentes sur Terre depuis 60 millions d'années avant les premiers hommes, et pas 1 million d'années. Et bon, si les hommes sont sur Terre depuis 140 ou 150 000 ans, il y a des témoignages qui montrent bien avant l'histoire, nous sommes dans la préhistoire encore, où les hommes sont intéressés, il y a des peintures rupestres qui parlent d'abeilles, de récolte, et l'homme s'est intéressé aux produits du travail des abeilles, par le goût, l'aspect sucré. On va dire peut-être que c'était la première gourmandise de l'humanité. Il y a des peintures rupestres de 13 à 14 000 ans qui attestent de l'intérêt de l'homme envers les abeilles. Le monde des abeilles a évolué très lentement jusqu'au fixisme. C'est-à-dire que l'homme s'est intéressé à sa nourriture de tout temps. Je ne suis pas je suis un agriculteur. Je parle juste d'une petite histoire, ce que j'ai pu apprendre de Sylvain. Comme tous les produits alimentaires, l'homme a voulu maîtriser l'origine de la production. Alors, dans un premier temps, ils se sont débrouillés pour loger des abeilles dans des côtes. Ça a été des écorces de bois, d'arbres, des arbres creux, où vous avez la possibilité d'accéder assez facilement à cette nourriture. Et ceci n'a pas beaucoup évolué jusqu'au milieu du 19e siècle. Il y a encore des cueilleurs de miel de par le monde, mais jusqu'à la naissance des ruches à cabre, on ne parlait pas d'agriculture. Bien entendu, dans les campagnes, il y a eu toujours des gens qui ont conservé les abeilles pour pouvoir se servir. Dans toutes les fermes, dans toutes les propriétés, dans toutes les maisons de campagne, c'est une tradition, les vieux s'en occupaient. Et ça a disparu petit à petit, la désertification des campagnes, l'industrialisation de l'agriculture. Il y a eu de moins en moins de vieux pour s'occuper de ça, et on les mettait dans les maisons de retraite. Et alors, il y a eu la naissance des ruches à cabre au milieu du 19e siècle. L'invention des cabres, de façon à pouvoir faire la lecture du vivant, pour savoir comment ça se passait dedans. Même si il y a des gens dans l'état très reculé se sont intéressés aux abeilles et ont pu tirer des choses sans grande certitude. Tu as des clés de la maison? On a pu observer le vivant de l'esclave ou de ruche. Et à ce moment-là, il y a eu une vulgarisation souvent de pair entre l'instituteur des villages et le curé, qui ont fait connaître la vie des abeilles, jusqu'à très peu de temps, ou alors le métier s'est mis en place. Le métier d'apiculteur, bon, si on pose la question, c'est qu'un apiculteur, il y a beaucoup de gens qui vont dans la salle qui sont susceptibles de me répondre. Par contre, sur le métier, ce sera le silence. Le métier d'apiculteur, c'est pas connu. C'est un métier relativement récent, qui a une centaine d'années. Le métier en France, l'apiculteur de profession,
Sur l'ensemble des possesseurs de ruches, ça représente environ 2%. 2% des possesseurs de ruches sont agriculteurs de métier. Et ces 2% représentent quand J'ai besoin de même pas avancer. 80% du chef d'œuvre français. Comment dire. On va passer à autre chose. On aura l'occasion de s'exprimer un peu plus tard. Hein? Bon. Ça fait quoi? Se mettre en écoute. C'est cool. Alors, effectivement, donc de la fleur à la ruche. Donc là, ce qui serait intéressant pour nous, ce serait de savoir un petit peu quel est le travail des abeilles, donc de la fleur à la ruche. Voilà, qu'est-ce qu'elles font et comment elles produisent tous ces produits qu'on va représenter, le miel, la propolis, etc. Expliquez-nous comment ça se passe. Tu vois, là, c'est rien que le poids de la voiture qui fait prendre la vitesse, j'appuie pas sur l'accélérateur. Issu des abeilles, des ruches, c'est le miel. Tu consommes rien. Alors, le miel est le résultat de butinage. Putain, j'appuie pas sur l'accélérateur. Puisque, encore, il y a des Là, je pense qu'il y a recherches, il y a des études récentes l'électricité qui qui prend le apportent relais. quelque chose de plus à cette histoire de fleurs. Il y a des gens qui ont découvert que les fleurs pouvaient avoir des oreilles. Effectivement, les abeilles vont visiter les fleurs en premier lieu pour aller chercher du nectar. Ce nectar, si elles voient les abeilles pour le récupérer, de toute façon, ils sont perdus pour tout le monde. Un rayon de soleil, pour une vague, il s'évapore, puis c'est fini. Le fait que les abeilles visitent ces fleurs appelées par ce nectar, je pense que nous reviendrons sur la question des abeilles, les fleurs ont des oreilles. Elles utilisent, elles pompent le nectar, les abeilles sont dotées par le mandibule, les autres, une langue rétractile de différentes longueurs suivant les races d'abeilles, qui vont pomper le nectar dans la couronne. En même temps, elles s'induisent de pollen. Elles vont faire des pelotes. On parle de butinage de pollinisation. Le fait que les abeilles, alors, les abeilles ont un rôle Si tu veux, pour particulier dans la pique-niquer pollinisation. demain, je te prends du saucisson un peu. Ouais. Hein? Je te ferai une salade composée. Tous les insectes pollinisateurs. Tous les insectes ont leur place, ont leur utilité. Des saucissons, peu de La fromage. différence, c'est que les abeilles ont une vie sociale, elles vivent dans un groupe plus ou moins important, mais relativement important. Ce qui fait qu'elles peuvent impacter sur un environnement puisqu'elles communiquent entre elles sur les sources de nectar. Donc, elles ont une communication par les odeurs. Il est où le téléphone? Il a fait un peu les boules, Mathieu. Parce que les gens qui devaient être là, on n'était pas là, ouais. Et il me dit, moi, normalement, je ne suis pas là, quoi. C'est pas ma journée. Moi, c'était hier. Va aller sur notre fleur. Parce que, bon, il y aura des abeilles qui auront découvert une autre variété de fleurs. Elles peuvent, dans un rucher, plusieurs ruches peuvent travailler sur des fleurs différentes, mais chaque ruche sur une seule fleur. Donc, de par leur organisation sociale, on est demandé par les producteurs de faire une distribution. On va poser des ruches sur des pommiers, sur des fraises, sur des melons, et abricots, cerises. Là, j'ai porté il y a 10 jours sur les abricots qui vont rester sur place pour après faire sur les fraises qui sont à proximité. Lundi matin, j'avais des ruches sur les pommiers. Donc, l'importance de la ruche sur la pollinisation, ça permet d'avoir des fruits qui sont plus jolis, plus sucrés, plus gros, de meilleure apparence. Souvent, un fruit qui est mal butiné, il est déformé.
mais bien butiné, joli, rond, bien rond. Un fruit déformé, c'est un fruit qui a été surbutiné. Bien souvent, c'est les bourdons qui agissent de cette façon. Ils sont beaucoup plus violents avec les fleurs. Alors que là, les abeilles sont plus douces. Donc, c'est qu'on va venir. Voilà, alors, bon, le premier produit que les abeilles nous ont fait connaître, c'est le miel. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis des millénaires, bon, c'est le premier marchand, c'est le miel. Après, bon, il y a le propolis. Le propolis, qui est un produit qui est connu quand même depuis quelques siècles. Déjà, les soldats de Napoléon étaient dans leurs affaires. La propolis, c'est un produit qui est récolté au printemps, bien souvent au printemps, sur les arbres qui sont caducs, dont les bourgeons pour les jeunes pousses et les jeunes feuilles sont protégés par une résine, une cire végétale. Mais les abeilles vont collecter, vont ramener cette cire végétale, vont y apporter des enzymes et elles vont l'utiliser pour mettre une couche à l'intérieur de la ruche, une couche de vernis, de peinture, et elles vont l'utiliser pour isoler quelque chose qui ne leur convient pas. Elles vont le momifier, comme faisaient les Égyptiennes, ils utilisent la cire pour momifier. Et cette cire, en utilisant un outil particulier, c'est une grille à propolis, puisque les abeilles dans la ruche n'aiment pas le vide, elles ont tendance à boucher les trous. Alors, en appliquant une grille à propolis sur l'eau de Caron, à une certaine époque, alors floraison de châtaignier, floraison de garrigue au printemps, les feuillus, elles vont remplir tous ces petits trous. Avec cette pâte, la propolis a l'apparence d'un mastic qui, avec la chaleur, est souple et qui se rétire avec le froid. Nous, on place cette grille à propolis, on les fait passer au Japon, et puis ces grilles à propolis, on les tord, sur un drap, et les petits lingots de propolis tombent. Et après, à partir de là, on peut la transformer, on peut la vendre dans l'état, la transformer. Les laboratoires sont clients aussi. Et bon, après, qu'est-ce qu'il y a? La gelée. Je pense que je vous ai assez parlé de la propolis, du miel, on peut y revenir par la suite. La gelée royale, la gelée royale. On ne produit pas de la gelée royale. La gelée royale est un bon produit. Comme du coup, nous en reparlerez. Hein, on a discuté de la gelée royale. J'aurais du mal à. Je connais un producteur de gelée royale. Sérieux, sympathique gars. Sur les hauteurs de l'Onéva, quand ça fait un moment que je n'ai pas acheté, j'avais eu acheté il y a quelques années. J'ai arrêté. Mais la gelée royale a des vertus intéressantes. Hein, et tout à l'heure, Léa, Amandine vous en parlera. Ensuite, le venin. Mais on en parlera plus tard. Du coup, merci pour toutes ces explications. On a eu beaucoup d'informations. Du coup, on va être un peu plus fort sur le sujet. Si jamais vraiment on aura une bonne base sur la vie des abeilles grâce à vous. Donc, merci pour ça. Du coup, comme on l'a dit, on va présenter un peu plus chaque produit de la ruche, dont le pollen, la propolis, le miel et la gelée royale. Du coup, on va commencer par vous parler du pollen, de ses vertus thérapeutiques et nutritionnelles.
Mais avant de parler de ça, on va encore vous poser une autre question. J'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu comment elle est récoltée, comment vous récoltez le pollen et quel enjeu il a au sein de la ruche. On peut récolter facilement, aisément le pollen sans que cela puisse nuire à la ruche. Le pollen est la principale source, c'est la seule source protéinique des abeilles. Les abeilles, leur source protéinique est uniquement florale, entre bananes, guêpes, frelons. Donc, vous allez parler du pollen, vous en parlerez. Mais bon, en ce qui concerne la récolte du pollen, on installe au trou de vol une trappe où les abeilles vont être obligées de passer, et avec un petit panier dessous. Quand elles vont passer par ces petits orifices gris, ces petits orifices, elles vont se délester du pollen. Et quand on récolte le pollen, on le récolte d'une façon épisodique. Un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non. De façon à éviter, de toute façon, on est dans une région, nous ici, où il y a une bonne profusion de pollen. On ne risque pas la caresse, mais par mesure de précaution, on alterne les jours de récolte. Et donc, on passe le soir, on tire le petit tiroir, et donc on passe le pollen. Donc, ce pollen peut être congelé. On envisage d'ouvrir un atelier pour faire des doses et des cures d'une semaine de pollen congelé. D'ailleurs, il faut dire que le pollen est le seul aliment qui peut être congelé, décongelé, congelé, décongelé. Mais on fera des doses. Soit il est aussi, il peut être déshydraté. Et là, bon, la consommation est un peu plus compliquée, puisque bon, quand on a le pollen en bouche, ça, tout de suite, ça embarrasse la bouche, c'est sec. On peut éventuellement le consommer en le faisant tremper la veille au soir dans une tasse d'eau tiède, de façon à pouvoir réduire les abeilles alentour d'un petit film biodégradable. Ce qui fait que bon, si on le consomme avec ça, on a un peu de mal, mais bon, c'est plus facile de consommer en le mettant le soir dans une tasse d'eau tiède. Excusez-moi, vous ne pourriez pas lui donner son micro parce qu'on n'entend pas. Voilà. Excusez-moi, vous ne pourriez pas lui changer le micro parce qu'on n'entend pas bien. Nutritionnel du pollen. Il faut savoir que le pollen, c'est un énergisant naturel, donc c'est par rapport à ça qui sera intéressant. Je vais vous parler aussi de sa composition nutritionnelle. Il contient de nombreux vitamines, minéraux, macronutriments, dont la protéine. Maintenant, je ne vais pas vous parler de toutes les vitamines, enfin les macros et les micronutriments qu'il contient parce qu'on en aurait pour la journée. Du coup, je vais vous parler essentiellement de ce qu'on retrouve en plus grande quantité dans le pollen, notamment la vitamine du groupe B. Du coup, elle est intéressante parce qu'elle va, dans notre corps, elle va interagir avec du coup la réaction biochimique de notre corps, ce qui fait qu'elle va être intéressante pour notre organisme. Le pollen aussi contient de la vitamine C et E. Ce sont des antioxydants. Et ces antioxydants, justement, ils vont nous permettre de ralentir ou du moins prévenir le vieillissement cellulaire. Encore une fois, c'est cette composition-là qui rend le pollen très intéressant pour notre corps et notre organisme, du coup. Un autre antioxydant est présent dans le pollen. Cet antioxydant, on l'appelle antioxydant puissant. Pourquoi puissant? Mais tout simplement parce qu'il a des effets très puissants dans notre organisme. Donc, cet antioxydant s'appelle la rutine. La rutine, elle va permettre de nous protéger contre l'apparition de plaques d'athérome. De ce fait, elle va être intéressante pour la protection de notre corps et de nos vaisseaux sanguins.
Ensuite, le pollen contient donc des minéraux, dont le magnésium, le calcium, le phosphore et le zinc, essentiellement. Donc, eux, ils vont nous aider dans la récupération musculaire. Donc, ils vont être intéressants pour ce point-là. Le pollen aussi contient aussi des macronutriments, donc la protéine, qui fait partie donc, de la même famille avec les lipides et les glucides. On les appelle du coup les macronutriments. Et la protéine ici, elle va être importante pour nous aider à renforcer notre système immunitaire. Donc du coup, par exemple, en hiver, justement, elle va nous aider le pollen à lutter contre les rhumatismes qu'on a tous l'hiver avec le nez et la gorge qui nous fait mal. Donc ça peut être intéressant de faire des cures de pollen, notamment l'hiver, par exemple. Et aussi, la présence de protéines, ça va permettre une meilleure cicatrisation. Du coup, on recommandera le pollen du coup, aux patients qui sont atteints de maladies cardiovasculaires, mais aussi aux sportifs pour la récupération musculaire et aussi aux personnes qui passent une période de fatigue, de grosse fatigue. Du coup, on mettra en place une cure pendant 6 semaines ou plus, avec une consommation d'une cuillère à soupe par jour de pollen. Et après, j'avais oublié aussi par rapport au système immunitaire, on mettra en place aussi la consommation de pollen, pareil, sur une cure de 6 semaines, parce que ça peut aider justement à renforcer le système immunitaire pour ceux qui ont un système immunitaire fragile. Ça peut être un produit très intéressant. Alors maintenant, nous allons passer donc, au miel. Effectivement, vous nous en avez pas mal parlé déjà. Donc nous, en fait, on aimerait bien que vous nous expliquiez comment vous récoltez ce miel. Maintenant qu'on sait comment il est produit, comment est-il récolté par les agriculteurs? J'ai fait mes premières arbres dans la profession en compagnie de dinosaures de la profession, c'est-à-dire les premiers apiculteurs professionnels de la région. Des gens qui sont plus là maintenant. Mais j'ai eu l'occasion d'aller avec eux sur les ruches et ils m'ont montré un sacré bout de choses. Je ne sais pas dire. Donc, la profession, l'apiculteur, on s'amuse à proposer. Bon, pendant des années, mon activité était orientée essentiellement sur le marché national. Et actuellement, les enfants vont prendre la suite. Et ils s'orientent vers la vente directe. Ils ont raison. Ce qui fait que c'est un plaisir d'aller courir les fleurs, puisqu'on cherche à chaque fois un goût. Et pas que. Mais c'est facile pour nous, puisque bon, depuis cette année, contrat en PAC, que je signe tous les 5 ans, renouvelable chaque année. Chaque année. J'engage un certain nombre de ruches dans la région, dans la grande région, de Perpignan jusqu'à au-delà, jusque dans la Drôme provençale, en passant par tout le chaînon de Cévennes jusqu'à l'extrémité de la montagne Noire, la Haute-Garonne. Et donc, c'est ce jeu, pour nous, c'est un jeu, puisqu'on court derrière des fleurs. On arrive au premier bouton, quand il commence à s'ouvrir, et ce qu'on cherche, c'est de faire des miels monofloraux. Parce que bon, le public aime bien les monofloraux, mais on s'est aperçu aussi que quand les plurifloraux, quand on en parle aussi, peuvent être différents d'une zone à l'autre. On est basé sur le bassin de Thau, et on a des ruches sur tout le bassin de Thau.
à Metz, Villeverac, Boussal, Montpazet, Frontignan, encore Mirval, et au-delà de la Magdone, bon, c'est des miels toutes fleurs qu'on produit sur ces endroits-là, et qui sont différents les uns des autres. On arrive à trouver une différence. Même les gens trouvent une différence. Ils n'ont pas tous le même goût. Tout dépend de l'intensité et du sol et du pourcentage de fleurs qu'il y a. Bon, sur les garrigues de Villeverac, on va trouver davantage de torréquillon. C'est le torréquillon qui va supplanter le toute fleur. Sur Metz, ce sera le romarin. Où il y a des années où les années à romarin, c'est le romarin qui risque de dominer. Ça donne un goût encore particulier. Sur les collines de l'Amour et sur les collines de la Gardiole, c'est le thym. On a aussi des ruches sur le Larzac, aussi, où c'est pas le même thym. Sur la Gardiole, on a le Thymus vulgaris. Sur le Larzac, on a le Thymus qui domine, le Thymus hirsutus, qui ne donne pas le même goût, ce n'est pas le même thème, ce n'est pas le même point de vue analyse analytique. On le décèle facilement. Après, bon, on a en mémoire, nous, différents goûts. Et quand on fait l'extraction, le miellerie, quand on fait l'extraction, c'est là où on le découvre. Parce que les années se touchent, puis se ressemblent. Il y a des années où la pluie de fin avril va aider certaines fleurs de début mai. Donc, c'est quand les pluies de fin mars vont favoriser des fleurs du mois d'avril. Et donc, le miel de printemps de Garrigue, d'une année sur l'autre, une ruche posée au même endroit, on ne trouvera jamais, ou rarement, la même miel. Mais bon, ça peut être, nous, dans l'analyse, la première analyse qu'on fait, l'analyse organoleptique, on arrive à reconnaître les fleurs qu'il y a dans notre produit. Au besoin, on expédie des échantillons de laboratoire qui vont faire des analyses plus poussées pour savoir les pollens dominants, parce que dans le miel, il y a des pollens de suspension, de traces, sous forme de traces. Les pollens dominants, ce qui fait que bon, on arrive à avoir une analyse assez précise de ce qu'on a dans le pot. Une fois de plus, pour honorer les abeilles, le pot de miel n'est que le résultat d'un territoire pollinisé. Là-dessus, sur le miel, et je pense que je vais vous aider, on arrive à savoir si le miel est minéral, à dominante minérale ou à dominante vitaminique. Vous savez? Couleur. Et donc, les miels sombres sont à dominante minérale. Miel de châtaignier, entre autres. C'est le miel le plus courant dans les environnements. C'est des miels qu'on peut utiliser pour soigner des plaies. Des plaies ouvertes, hein, des plaies saignantes. On peut les faire disparaître assez rapidement en appliquant du pincement de miel tous les jours. Ça, c'est votre boulot, vous avez besoin d'en parler tout à l'heure. Donc, c'est un jeu pour l'apiculteur d'aller chercher le nectar qui serait perdu s'il ne mettait pas ses abeilles, qui serait perdu pour tout le monde. Donc, le métier, l'apiculteur, c'est pas que le métier. On a besoin des apiculteurs qui aient une ou deux ruches. L'importance, le nombre de ruches ne fait pas la passion. On peut être aussi passionné avec 2 ruches qu'avec 800 ruches. Sauf que bon, avec 800 ruches, on vit la passion jusqu'au bout. On arrête notre activité et on s'immerge, on met le doigt et puis on met le corps entier. C'est un plaisir. C'est une course à la fleuve. C'est une découverte de notre environnement. Le miel aussi, alors comme j'ai pu, vous avez pu l'entendre tout à l'heure, le miel, qu'il soit appelé par son nom de la fleur principale qui le compose, ou par le lieu d'où il vient, ça reste quand même un ambassadeur de notre terroir.
Et alors, je vais m'étendre un petit peu. Depuis que j'ai lu dans un livre quelque part, l'origine étymologique du mot sincère venait du miel de l'agriculture, quand j'ai lu cette histoire, je me suis dépêché de vouloir faire un miel sincère, moi aussi. Il faut dire que les Romains qui étaient friands de miel, qu'ils mettaient dans toutes leurs sauces, dans leur cuisine, qui le faisaient cuire avec le manger cru, qu'ils en mettaient aussi dans le vin, appréciaient particulièrement le miel de Narbonne. Et quand ils achetaient le miel de Narbonne, c'était des bons clients. Et ils essayaient de se faire comprendre avec les indigènes de l'époque, parler notre langue, c'est pas laquelle. Et ils s'exprimaient, ils ne voulaient pas en suspension, parce que le miel de Narbonne, que j'en produis, c'est un miel qui se fige assez rapidement. Les deux fleurs dominantes sont le romarin et la bruyère beige, et ils se figent rapidement. Des années, c'est le romarin qui domine, d'autres années, c'est la bruyère blanche, et il y a toutes sortes d'autres petites fleurs, parce que je récolte plus de fleurs. Et ils ne voulaient pas, dans ce miel qui fige depuis tout le temps, qui fige rapidement, ils ne voulaient pas de particules de cire en suspension. Donc il fallait, à l'époque, qu'ils le filtrent bon, avec les moyens qu'ils avaient. Et en latin, presque, je les imagine presque à taper le poing sur la table, ils disaient Sincerius, Sincérea. Donc, l'origine du mot sincère, qui a une valeur, qui est quand même un mot qui désigne un comportement, une noblesse de comportement, vient de l'agriculture. Donc, je répète autant que faire se peut cette petite histoire qui tient debout. Et je vous passe le micro. Merci pour toutes ces explications. Voilà, on sent la passion de notre apiculteur. Donc, c'est vrai que ça nous fait plaisir aussi d'entendre toutes ces petites anecdotes. Donc, en fait, voilà, finalement, le pollen, donc il y en a divers types. Donc, on va aussi avoir divers effets thérapeutiques en fonction du miel qu'on va choisir, unifloral, non pluri et floraux. Effectivement, cependant, voilà, on va retrouver des vertus, des bienfaits communs, notamment parce que le miel, donc il a un index glycémique moyen, donc un index glycémique qui est un peu inférieur à celui du sucre simple. Et finalement, il est assez intéressant aussi en substitut du sucre blanc, du sucre roux, qu'on utilise en fait habituellement dans toutes nos préparations. Donc, voilà, que ce soit les gâteaux, que ce soit même les pommes caramélisées. Et finalement, il est meilleur pour ça, puisque on va l'assimiler plus lentement au niveau de l'intestin. Et donc, par rapport à ça, il sera intéressant en prévention donc, des maladies donc, comme le diabète de type 2. Hein, effectivement, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, ça va être qu'on va avoir du mal en fait à faire diminuer notre glycémie. Donc, par rapport à ça, il sera intéressant, et même pour les personnes atteintes de diabète, tout simplement. Ensuite, effectivement, comme vous l'avez mentionné très très bien, donc en fait, ils vont avoir des pigments. Chaque miel aura des pigments différents, et ces pigments, il faut savoir qu'ils sont antioxydants. Comme la vitamine C, finalement, qui sera aussi un antioxydant, et donc protecteur de nos cellules. Finalement, cette notion d'antioxydant, d'oxydation, elle n'est pas si simple que ça à expliquer. Donc pour moi, en fait, l'oxydation, si on prend, admettons, un métal, admettons du fer, qu'on le laisse à l'extérieur, face à l'humidité, exposé donc à l'oxygène, on va voir comme
voilà, une précipitation du métal, du fer, qui va en fait finalement rouiller. Et donc, en fait, nos cellules sont aussi capables donc, de s'oxyder de la même manière, un petit peu de se transformer. Et c'est ce qui va finalement faire vieillir les cellules. Et donc, c'est en ça que les antioxydants sont intéressants pour protéger l'organisme de toutes les agressions par rapport à l'oxydation. Donc là, nous avons des pigments colorés et de la vitamine C qui sont importants. Également, effectivement, le miel est intéressant à prendre le soir. Le soir, parce qu'il favorise aussi le sommeil. Voilà, en fait, il contient l'acide aminé qu'on appelle le tryptophane, qui est en fait un précurseur de sérotonine et mélatonine, et donc mélatonine qui est indispensable donc, au sommeil. Donc en ça, le miel va vraiment être intéressant. Il a vraiment énormément de vertus, mais dans les principales, voilà, nous aurons ces vertus. Je vais passer la parole. Merci, si je peux me permettre, effectivement, c'est bien de consommer du miel le soir. Maintenant, on évitera de mettre dans du miel, dans du thé bouillant, parce qu'il risque d'éliminer et d'abîmer les vitamines hydrosolubles au contact de la chaleur qui disparaîtraient du coup. Et donc voilà, le petit conseil, c'est juste de mettre son miel dans du thé tiède. Voilà, pour le petit conseil. Donc, on arrive bientôt au jeu quizzes. Donc, encore un petit effort pour bien lire le PowerPoint derrière nous, parce qu'il y a un petit lot à gagner à la fin. Donc, il faut encore s'accrocher jusqu'au bout. Du coup, on va parler de la propolis encore. Donc, je vais encore poser une question à monsieur Edo. Est-ce que vous pouvez nous parler de la propolis, de comment elle est fabriquée, récoltée? Tout à l'heure, il me semble que j'ai abordé un petit peu la récolte. Hein. La propolis, c'est une résine collante, d'une face invisible, hein, mais bon, les abeilles déshabillent ces bourgeons. À un moment donné où ce bourgeon n'en a plus besoin, elle le libère, ça veut. Et donc, cette résine, elles vont l'apporter à la ruche, elles vont lui apporter des enzymes, elles vont la malaxer, elles vont faire quelque chose. Et donc, la propolis a des vertus incroyables. Est-ce que vous êtes capable d'en parler mieux que moi? Voilà, le plus long de vous que je vous dise de plus que ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Je vous laisse. Merci. Donc, je vais vous parler un petit peu, bien entendu, de la propolis d'un point de vue nutritionnel. Donc, tout comme le pollen, la propolis, elle contient des antioxydants dont la vitamine C et E. Donc, comme l'a dit Léa, elle va permettre, donc ces antioxydants vont permettre le ralentissement de l'oxydation de nos cellules, donc le ralentissement du vieillissement cellulaire. Elle contient aussi du magnésium, du calcium et du zinc. Donc, la propolis, ce sont des minéraux qui vont eux aussi aider à la récupération musculaire. Et juste pour une petite histoire, vous me dites si je me trompe, mais la propolis, donc au départ, elle est conçue pour aseptiser les ruches. Donc finalement, elle aura le même effet au sein de notre corps, puisque elle agira en tant qu'anti-infectieux. Et de ce fait, elle va protéger l'intestin contre les germes et aussi, par exemple, l'hiver contre les rhumatismes, etc. C'est pour ça qu'on recommandera de consommer de la propolis lors des périodes hivernales pour lutter contre tous ces germes et les rhumatismes, ça peut nous aider. Donc, au niveau recommandations nutritionnelles, on vous proposera de consommer une demi-cuillère à café par jour, du coup en période hivernale, mais aussi, pourquoi pas, dans les autres saisons si possible. Donc, le propolis est autorisé à tout public, sauf aux personnes qui sont intolérantes ou allergiques, bien entendu. Enfin, donc, la gelée royale.
Je ne vais pas y consacrer énormément de temps, mais je vais quand même vous dire quelques mots concernant ce produit. Donc en fait, qui est fabriqué par les abeilles, donc les ouvrières en fait. Donc c'est une substance après qui va servir à nourrir les petits, en fait, les larves et la reine de la ruche. C'est un produit en fait qui est vraiment différent du miel puisque sa composition est complètement voilà, différente. Donc c'est un produit qu'on ne peut pas forcément recommander pour tous. Il faut le savoir, voilà, même si elle comporte voilà, beaucoup d'avantages par rapport au système immunitaire, sur la récupération, ou même encore voilà, en cas de période voilà, de grosse fatigue physique, de grosse fatigue mentale. C'est aussi un produit qui permet donc, le renouvellement cellulaire et finalement il sera à déconseiller très fortement donc, chez les personnes atteintes de cancer, puisque le but étant voilà, justement de limiter le développement cellulaire. En revanche, dans la prévention, il peut être intéressant, mais là encore, c'est un produit, voilà, il faut y faire un petit peu attention et il faut le consommer sous avis médical, vérifier que tout va bien aussi d'un point de vue santé. Ça va être assez important, puisque voilà, c'est un produit qui peut être néfaste voilà, dans certains cas. Merci Léa. Donc on arrive très bientôt au quiz, donc on s'approche encore un peu. Du coup, j'ai une question encore pour vous, Monsieur Edo. Est-ce que vous pouvez nous donner des conseils de consommation, de comment intégrer ces différents produits de la ruche dans notre quotidien et comment les consommer? Là, je le voyais, on doit faire attention. Ça peut être intéressant en prévention, mais il y a certaines maladies déclarées, ce n'est pas compatible. On ne dira pas plus. On peut consommer du miel sans modération du soir au matin, c'est bon. Acheter du miel. Soutenez les agriculteurs français, n'est-ce pas? Et donc, on peut s'amuser à certaines périodes à faire des pains d'épices. Il y a des recettes, on trouve de partout des recettes. Ça, avec du miel de châtaignier, par exemple, ou avec d'autres miels. Le pollen, il n'y a pas de contre-indication non plus. On peut se faire plaisir, on peut manger quand on veut. Chez jamais de saison, on peut s'amuser. On peut faire une petite cure. Le miel, je reviens au miel, sachant que c'est un produit qui est bactériostatique. Quand on entame un pot de miel, on peut le laisser pendant 3 semaines, un mois, 2 mois, on peut le retoucher, il y a rien qui se développe dedans. C'est à savoir. Hein, c'est-à-dire que quand on oublie un pot de miel quelque part, on peut toujours retourner pour finir de le consommer. Et si on le trouve durci, parce que bon, le miel est un produit vivant, dans la mesure où, après récolte, et pendant le traitement de la miellerie, c'est-à-dire l'extraction et la décantation, s'il n'est pas chauffé, c'est un produit qui reste vivant. Alors, bien souvent, dans les supermarchés, on trouve du miel qui est toujours liquide. Il faut s'en méfier. Parce qu'un miel vivant, il finit par se figer plus ou moins rapidement, suivant les fleurs qui le composent. Le miel de châtaignier met du temps, le miel d'acacia met du temps. Mais si dans le châtaignier, il y a quelques fleurs d'accompagnement qui vont accélérer, il y a des années où le miel de châtaignier peut se figer. Le miel de tournesol se fige en 3 semaines du mois. Le miel de colza, pareil. Et je dois citer le miel de tournesol, justement, parce que c'est un miel très jaune. Le miel de tournesol, c'est un miel qui, au point de vue organoleptique, il est, pour les gens qui aiment le miel fort, il est un peu fade.
mais c'est un miel qui mérite d'être connu, puisque c'est le miel qui contient le plus de vitamines dans les productions de miel français. C'est-à-dire que pour les Antilles des colibres, c'est le top. C'est-à-dire que là, on ne se trompe pas. Le miel jaune, le miel alors, c'est sûr que bien souvent, on trouve le miel de tournesol figé dans le pot. Mais on peut l'acheter dans des pots plus petits, si on veut. On peut aussi le défiger au bain-marie à des températures douces, c'est-à-dire on fait chauffer l'eau, on le met jusqu'à ce que l'eau refroidisse jusqu'au lendemain matin. On peut avoir un miel défigé et qui gardera toutes ses propriétés nutritionnelles. C'est un miel que je défends. C'est l'opposé du miel de châtaignier. Un à dominance vitaminique, l'autre à dominance minérale. Entre les deux, il y a toutes sortes de miel qu'on produit dans la région. Mais c'est les deux extrêmes. Cette année, on a loupé un peu le coche. J'aurais voulu, ça aurait peut-être été une bonne année, mais bon, même que le temps. On aurait voulu aller produire des miels d'arbosier. On ne l'a pas fait. On a traîné, on a été occupé par ailleurs. On ne l'a pas fait, dommage. Cette année, on avait misé beaucoup sur le miel d'Inule. On a joué beaucoup de ruches sur les nuls, c'était une mauvaise année. On a posé beaucoup de ruches. On a pu faire du miel d'Inule, c'est la première année qu'on fait du miel d'Inule disposé. Et dans l'actualité, sur les réseaux sociaux, on a entendu parler que les nuls visqueuses étaient utilisées pour lutter contre le paludisme. Et bon, ce qui nous permet de. L'inule visqueuse est classée comme une plante médicinale. C'est un miel d'origine qui vient d'une plante médicinale sauvage. Une plante nourrissante. C'est une plante méditerranéenne qui a traversé la Méditerranée, qui est arrivée, je me rappelle, il y a une trentaine d'années, le premier plan d'inule visqueuse. Regardez, c'est un grand intérêt. Et là, maintenant, ça a colonisé certaines régions dans les plaines et on s'y intéresse fortement. J'ai bien compris. Bon. Du coup, oui, nous apprenons encore une fois plein de choses, mais du coup, effectivement, on pourra intégrer les produits de la ruche dans notre quotidien avec le miel, dans nos crêpes, par exemple, dans nos boissons. Puis voilà, vous avez apporté pas mal d'arguments, donc je ne vais pas en rajouter. On va juste résumer un petit peu, parce qu'on a dit beaucoup de choses. Du coup, je vais laisser la parole à la scientifique et la biochimiste de notre classe, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, Léa, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu tout ce qu'on a dit lors de cette conférence? Oui, bien sûr. Donc, finalement, les produits de la ruche, voilà, ça reste des produits vraiment naturels et qui ont énormément de composés intéressants et adaptés pour notre organisme. Des composés qui vont nous protéger, donc qui vont être intéressants tant sur le plan gustatif, parce qu'effectivement, on va vraiment retrouver le goût sucré, que sur le plan nutritionnel et santé. Notamment, il est intéressant de faire des petites cures de miel, de propolis, voilà, sous forme de cure. Donc, pendant ces périodes hivernales où le corps est agressé régulièrement, donc ça va redonner un boost au système immunitaire, mais également donc pendant les périodes voilà, de fort stress, de fatigue mentale, de fatigue physique aussi, hein, pour la récupération musculaire. Ces produits peuvent réellement être intéressants. Donc voilà, finalement, on a fait donc, cette conférence que nous avons appelée pour booster l'immunité, puisque c'est vraiment la principale bienfait en fait des produits de la ruche, mais on retrouve aussi voilà, beaucoup d'autres vertus. Une chose qu'on a omis de citer, c'est le venin.
J'ai eu au téléphone il y a 1 heure à venir, Maryse Pioche. J'ai dit, Maryse, peut-être je vais parler de toi, là où je vais. Si tu veux, oui. Maryse Pioche, qui est une sportive de haut niveau, qui autour de la quarantaine a été touchée par la sclérose en plaques. Et c'est une battante, elle a utilisé justement, alors là c'est pour, ça aide à la conclusion, elle a utilisé tous les produits de la ruche pour se soigner. Du miel à la gelée royale. Et elle en parle joliment dans un livre. Justement, je l'ai appelé parce que ce livre, à force de le prêter, j'en ai besoin parce qu'il y a quelqu'un, je voudrais le prêter à quelqu'un d'autre, et je ne me rappelle plus à qui je l'ai prêté dernièrement. Alors, j'ai dit, bon, écoute, il faut que je revienne t'acheter un autre livre. La semaine prochaine, je vais passer. Elle exprime son goût pour la médecine douce. Elle va bien. Elle va très bien. J'ai de ces nouvelles qui vont un peu plus d'une heure, juste avant de venir. Elle va bien. Elle se soigne exclusivement avec les produits de la ruche et d'autres produits naturels. Ça fait une dizaine d'années qu'elle se bat contre la sclérose en plaques, un peu plus. Et il y a des résultats et un bénéfice certain. Si vous êtes curieux, vous tapez sur Google, vous tapez Maryse Pioche, vous la trouverez. Et elle a écrit d'autres choses. C'est un encouragement pour des gens qui sont malades, qui perdent espoir face à cette maladie qui est sur l'eau et qui progresse. Elle donne de l'espoir à d'autres gens. Elle n'est pas avare de ses conseils de communication. C'est pour ça que je l'ai prêté maintes fois ce livre, jusqu'au moment où je ne me rappelle plus à qui je l'ai prêté, c'est pas grave. J'espère que la personne qui l'a encore en sa possession fera bon usage, qu'elle le reprêtera à son tour. À partir des produits de la ruche, on peut soigner bon nombre de maladies. On peut maintenir la santé. Sans être malade, on peut maintenir la santé. Et quand on est malade, on peut se servir pour se soigner. C'est quelque chose qui fait peur à l'industrie pharmaceutique, peut-être. Moi, je vois les difficultés que j'ai pour laisser mon entreprise à mes descendants. Merci, c'est une jolie histoire et une jolie conclusion. Du coup, on ne pouvait pas mieux espérer pour cette bientôt fin de conférence. Du coup, c'est le moment, si vous le souhaitez, de poser des questions, que ce soit à l'équipe du salon d'intuition ou à la famille Edo, donc Monsieur Edo, apiculteur. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, et sur les réseaux aussi, les personnes qui sont en ligne actuellement peuvent poser des questions. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. J'ai une question d'Isabelle. Alors, une question d'Isabelle. Combien de temps se conserve le pollen que l'on trouve en magasin? Combien de temps se conserve le pollen que nous achetons au magasin? Ça dépend sous quelle forme ce pollen est commercialisé. S'il est congelé, il peut se conserver très longtemps. Se congeler, décongeler, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un produit qui pouvait être congelé et décongelé. S'il est sous forme pelote déshydratée, il suffit qu'il prenne un peu d'humidité, puisque l'humidité pourrait le faire fermenter. Je ne sais pas si à ce moment-là, il garderait ses vertus. Est-ce que c'est suffisant comme réponse? Merci beaucoup. Juste, il me semble que on n'a pas vraiment parlé du temps.
aborder. Vous voulez que je vous dise un peu plus sur la vallée? J'aimerais bien. Ah, ouais. Alors, on va parler un peu plus donc, du venin. Alors, on peut récolter le venin. Il y a différentes façons de récolter le venin. Il y a aussi différentes façons de faire de la piqueculture. C'est-à-dire que se faire piquer par les abeilles. Sachant qu'un venin trop profondément ancré dans un tissu, qui soit peau ou tissu pour la récolte du venin, l'abeille va y laisser la peau. Puisque l'abeille a un dard qui a pollen. Alors, il y a différentes façons de piquer ou de récolter le venin, c'est-à-dire qu'il y a des méthodes pour éviter qu'elle enfonce trop le dard dans la chair ou dans le tissu. Alors, pour cela, on utilise entre la zone à recevoir le venin et l'insecte qui pique, on utilise des grilles. Des grilles qui leur permettent, ne les empêchent pas de piquer, mais qui les empêchent surtout d'enfoncer le dard bien profond. Parce que s'ils enfoncent le dard bien profond, au cours de leur vol, elles vont laisser tout leur système vulnéraire. Elles vont mourir. Souvent, nous-mêmes, quand on se fait piquer sur la main, on va éviter d'effaroucher la main. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est une piqûre profonde. Hein. On le sent, ça fait toujours aussi mal. Mais on sait très bien que ça ne dure pas longtemps. Le feu dure pas longtemps. Elle va tourner sur elle-même. Si on la laisse tranquille, si elle évite les mouvements brusques, elle va tourner autour de son dard. Et 9 fois sur 10, elle retire son dard pour appliquer une autre fois. Et elle sort vivante. Et donc, pour les soins, d'ailleurs, Marie, ça explique bien ce qu'on dit, hein, on interpose entre la zone à piquer, parce que c'est des zones d'acupuncture, des zones particulières, des méridiens. On va se faire piquer sur des endroits pour soigner. On va saisir l'abeille par les ailes et on va l'approcher de la zone à piquer. Et entre la zone à piquer et l'abeille, on va y mettre une petite grille qui va empêcher l'abeille de piquer profondément et de la laisser vivante. Parce que Marie, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Elle a eu besoin de beaucoup de piqûres depuis quelques années. C'est des dizaines de piqûres par jour, par moment, par période. Et elle ne voulait pas que ses abeilles meurent. Donc, la méthode avec la grille, qui nous vient des anciens pays de l'Est aussi, qui sont très avancés. En général, les pays pauvres, où la pharmacie n'a pas le pouvoir, où les gens sont obligés de se débrouiller, les produits de la ruche, il faut le faire. Merci beaucoup, c'est toujours très intéressant de vous entendre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une question d'Edith qui demande, donc il y a une grande variété de pollen, lequel est le plus intéressant? Alors, lequel pollen est le plus intéressant parmi tous ceux qui existent? Sachez que les pollens, c'est l'organe mâle de la fleur. On pourrait appeler ça organe. C'est la semence de la fleur. Et l'abeille participe à cet accouplement en comportant le pollen des fleurs à d'autres fleurs de la même espèce. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est l'organisation particulière de la ruche où on communique sur une fleur et elles vont passer leur journée sur cette fleur. S'il sort 30 000 butineuses dans cette ruche, ces 30 000 butineuses vont rayonner dans un environnement. On dit qu'elle travaille à 3 km, dans un rayon de 3 km autour de la ruche. Elles vont visiter toute la même fleur.
quand on récolte du pollen, des fois, bon, aujourd'hui, elles vont travailler sur le fleur, elles vont travailler pendant 2 jours, puis, bon, plus tard, elles vont travailler sur une autre fleur. Ça communique sur les entrées nectarifères. Donc, à un moment donné, il va y avoir différents pollens à disposition. Chaque pollen a les propriétés de la fleur. Et c'est bon de manger des pollens toutes fleurs. On évite les carences et on se nourrit de pollen toutes fleurs, c'est très bon. Les pollens, quand ils sont mélangés, c'est bon. Les miels toutes fleurs aussi, c'est bon. Puisqu'il y a l'essence de différentes fleurs à l'intérieur, c'est les abeilles qui le mélangent. Et donc, un miel toutes fleurs, c'est toujours bon. Et si on cherche un miel monofloral, pour éviter certaines carences, l'idéal, c'est de manger le miel toutes fleurs. Merci beaucoup. Je pense que ça a répondu largement à la question. Est-ce qu'on a d'autres interrogations? Concernant le système immunitaire, c'est quoi exactement? Alors, concernant le système immunitaire, donc, la question c'est qu'est-ce qui booste vraiment en fait, le système immunitaire donc, dans les virus. Donc en fait, finalement, on sait que la vitamine C va aider au développement et voilà, au renouvellement des cellules immunitaires, donc les lymphocytes. Et donc ça va aider justement à refaire les stocks de cellules immunitaires. Et donc voilà, pendant l'hiver, là où justement l'organisme voilà, se défend en permanence, où le système immunitaire est vraiment sollicité, ça permet donc de booster la fabrication de nouvelles cellules immunitaires, donc les lymphocytes. Voilà, effectivement, donc tout ce qui va contenir de la vitamine C va booster le système immunitaire. Là, en l'occurrence, on a une forme qui est plutôt bien assimilée, contrairement à d'autres aliments qui vont contenir des fibres et qui vont un petit peu empêcher l'absorption de cette vitamine C. Donc là, on en a une qui est naturelle et qui est biodisponible aussi pour l'organisme, donc très intéressante. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au quiz. La attention. La journée voyage qu'on trouve en pharmacie, forcément dans plusieurs types, alors il y en a des pavillons, mais est-ce qu'elles sont vraiment de bonne qualité? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont rajoutées? Est-ce que le gelée royal acheté par exemple à un agriculteur, enfin à quelqu'un qui est vraiment producteur, ce ne serait pas un produit forcément. Donc là, on a une question par rapport à la gelée royale achetée en pharmacie et par rapport à la qualité. Donc, est-ce qu'on a une gelée royale de qualité, en fait, finalement, systématiquement, quand on achète cette gelée royale en pharmacie? Peut-être essayer de passer la parole. On n'a rien contre la gelée royale de la pharmacie. Il y a traçabilité, il n'y a pas de mélange. Moi, le gelée royal, c'est un produit pur. Et pour être vendu sous ce nom, sous cette appellation, ça doit rester pur. Elle est vendue sous différentes formes, lyophilisée, en gélule. Mais à mon avis, le mieux, c'est de se rapprocher d'un producteur de gelée royale qui est adhérent au groupe GPGR. C'est un organisme qui garantit la qualité de la gelée royale locale. C'est une marque nationale, c'est GPGR. Et vous avez dans le département, moi je connais qu'un, pour l'instant, en dessous du modèle, précisément au Terronnais.
il va à Jeune Royal, la boutique paysanne au pied c'est presque au pied de sa maison, dans la rue principale qui traverse la rue nationale, qui traverse le Gala. Son nom ne me revient plus, j'ai un trou de mémoire, je vais ménager à Jeune Royal. Mais bon, si vous cherchez la Jeune Royal, c'est de ce côté-là qu'il faut la chercher d'abord, de la récolter directement. Moi, je lui fais confiance. Du coup, leur tour, donc on va arrêter les questions pour être dans un timing pour cette dernière journée du Salon d'intuition de Montpellier 2021. Hop, du coup, Marina, s'il te plaît, tu peux swiper. Merci. On va passer au quizzes. Du coup, le gagnant, donc il y aura un seul gagnant. Il va remporter du coup le lot juste ici, qui est devant nous. Gentiment offert par la famille Edo. On vous remercie sincèrement de nous mettre à disposition ce magnifique lot. Donc, merci pour tout. Pour réaliser ce quiz, il faudra que vous preniez vos téléphones. Marina, si tu peux souhaiter encore, je vais arriver. Donc, pour ceux qui ont la possibilité de scanner le QR code avec leur téléphone, vous pouvez d'ores et déjà scanner le QR code qui vous enverra directement sur la plateforme Quizzes. Et après, donc, avant ça, il faut activer soit sa 4G ou soit s'identifier au réseau Internet de l'école. Donc, j'ai mis le nom du réseau. Donc, c'est Diderot Éducation. Et le code, c'est 7 Diderot net, donc un minuscule. Pas d'inquiétude, je vous laisse un petit peu de temps pour arriver sur la plateforme et vous connecter. J'espère qu'il n'y aura pas de problème de connexion au réseau, que ce soit au réseau d'école ou avec votre 4G, parce que c'est vrai que dans l'amphi, on a un peu de difficultés. Donc, voilà, je vous laisse un petit peu de temps pour vous expliquer la suite. Hein? Ah oui, pardon. Du coup, pour ceux qui ne peuvent pas scanner, vous pouvez directement aller sur une plateforme Internet comme Google ou Chrome et vous tapez exactement sur la barre de recherche Quizzes, comme c'est écrit juste en haut. Ça, le time, juste Quizzes. C'est voilà, exactement orthographié de la même façon avec du coup 3 Z, un au milieu et 2 à la fin. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Et du coup, si c'est bon pour tout le monde, je vais vous présenter le code que vous devez rentrer sur la plateforme Quizzes. Mais juste avant ça, lorsque vous aurez rentré le code que je vais vous mettre à disposition, on vous proposera une fois après d'avoir intégré le code un pseudo. Donc, je vais vous demander d'abord de mettre votre prénom et la première lettre de votre nom. Par exemple, moi, je m'appelle Amandine Cavaillès. Donc, je mettrai Amandine avec un C pour Cavaillès, la première lettre de mon nom. Une petite minute, s'il vous plaît, et c'est parti, on va jouer tous ensemble. Donc là, vous avez le code qui s'affiche. Donc c'est le 677 831. Et donc voilà, vous allez bientôt rentrer votre pseudo. Donc on met en premier son prénom et la première lettre de votre nom. Et ceux qui sont en ligne aussi, vous pouvez participer au jeu Quizzes, auquel cas vous pourrez venir chercher le lot gagnant sur place ou on vous l'enverra directement si vous n'êtes pas de la région. Donc là, il y a 20 personnes. Je pense que le compte est bon. Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui a rencontré des difficultés? Non. Est-ce qu'en distanciel, tout le monde, c'est bon pour vous? Belle, non, rien à signaler? OK.
Donc, on va commencer ce jeu. Du coup, ben, que le meilleur gagne, mais pas de pression. Il n'y a pas de perdant, puisque de toute façon, grâce à la famille Edo et l'équipe du salon, vous avez appris beaucoup de choses aujourd'hui. Du coup, alors je crois qu'il y a quelqu'un qui peut-être qui est en ligne, je ne sais pas. Est-ce que tout le monde a fini le jeu ou pas? Non, pas encore. Ok, pas de souci. Ne vous inquiétez pas, on prend tout le temps. Pas de souci.
Donc, dans quelques minutes, on va savoir le gagnant du grand jeu. Et après, on va pouvoir vous libérer. Juste, je terminerai par une petite explication concernant la suite du salon. Je vous demande encore quelques minutes d'attention. Quelques petites minutes, voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou pas? Bon, je ne vois pas en ligne. Gaëlle, tu peux me dire si c'est OK? D'accord. Donc, du coup, il y a une personne en ligne, je ne sais pas, qui n'a pas fini le quiz. Donc, malheureusement, il n'y aura pas l'effet. Du coup, il n'y a pas l'effet de surprise. Mais je vais faire une petite explication, Estelle, si tu m'en veux pas. Comme tu fais partie, comment? OK. Ah, voilà. Du coup, voilà ceux qui sont sur le podium. Donc, félicitations. Du coup, je vais faire une petite explication. J'espère qu'Estelle, tu ne nous en voudras pas. Voilà, Estelle, c'est la première. Donc, déjà, félicitations. Elle fait partie de l'équipe du salon de la nutrition. Mais voilà, on va quand même donner à quelqu'un qui ne fait pas partie de l'équipe. Donc, j'espère qu'elle nous comprendra et qu'elle ne nous en voudra pas. Mais si tu veux, tu viendras à la maison pour un petit goûter. Du coup, le lot, il revient à la deuxième, Honorine C. Voilà, donc du coup, à la fin de la conférence. Du coup, on va juste finir sur un autre petit point. Gaëlle, est-ce que tu peux venir Donc, je vous remets devant la caméra pour ceux qui sont en ligne puissent me voir. Si vous voulez vous joindre à moi. Du coup, le salon d'intuition, ce n'est pas encore fini. Même si on est sur le dernier jour de ce salon qui a démarré depuis le mercredi 17 au soir. Ça continue encore jusqu'à ce soir, 20h30, 21h. Du coup, là, depuis cet après-midi, 14h, il y a des ateliers de dégustation, donc avec Humanis, qui est une entreprise de spiruline fraîche et sèche. Donc, je vous invite à aller en haut sur la terrasse pour aller les découvrir. Et puis aussi, donc, la boucherie moderne, qui est une entreprise qui met à disposition des viandes locales. Donc, c'est des bons produits. Je vous invite aussi à aller les rencontrer. Voilà, ça nous fait très plaisir de vous mettre à disposition ces producteurs. Ensuite, de 18h30 à 19h, il y aura un live où l'équipe du salon de la nutrition va relever le défi de notre marraine, Pauline Bazot. Et après, vous nous retrouvez à partir de 19h30 pour un débat sur la malbouffe, comment y échapper. Donc voilà, on espère qu'on vous verra aussi nombreux jusqu'à ce soir. Merci en tout cas de nous soutenir depuis le début, de nous soutenir. Du coup, juste si tu peux... Voilà, donc là, vous avez tout, vous pouvez retrouver donc, tous les réseaux sociaux du Salon de la Nutrition, mais aussi les réseaux sociaux et les contacts de la famille Edo. Donc, si vous avez des questions, si vous souhaitez acheter leurs produits, vous pouvez directement les contacter via les réseaux sociaux ou le numéro, l'adresse email. Voilà, en tout cas, merci pour votre attention. J'espère que cela vous a plu. Un petit mot. Donc, pour remercier très chaleureusement la famille Edo de s'être prêtée au jeu, d'être venue voilà, vous donner tous ces détails, toutes ces informations. On est vraiment très, très reconnaissants et voilà, vous pouvez les applaudir aussi. Aussi remercier Amandine Cavaillès, mon amie et ma camarade avec qui j'ai travaillé pendant 2-3 ans. Et avec qui voilà, je termine cette licence.
Donc, c'est vraiment un grand plaisir. Et elle me l'air d'être encore là avec toi. Et la plaisir. Ça n'a pas été le corvée, c'était un plaisir de rencontrer un endroit chaleureux, une bonne équipe. Et peut-être on reviendra. Du coup, je vous invite à sortir. Voilà, on respecte les distanciations sociales. Il y a un petit buffet qui vous attend pour le petit goûter qui a été préparé gentiment par l'entreprise Nutri, notre petite camarade de Nutri Intuitif qui fait des bonnes pâtisseries. Donc, n'oubliez pas vos sacs.